Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être ma partie 2 de la sélection officielle des BD d'Angoulême de l'année 2025. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite d'ores et déjà à aller la voir. Je vous la mettrai ici pour que ce soit plus pratique pour vous. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 BD de cette sélection. Il y aura une troisième et dernière partie puisqu'il me reste environ 5-6 BD que je n'ai pas lues. Globalement vous allez le voir, mais je vous spoil un peu. La première partie, j'avais vraiment eu de très bonnes lectures. Dans cette deuxième partie, c'est un petit peu moyen. Donc globalement je suis un petit peu moins enthousiaste, mais je vous laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir tout ça. On va commencer avec un manga que j'ai déjà lu il y a très longtemps. Je ne l'ai pas relu dans le cadre de cette vidéo, mais je me suis dit que j'allais quand même vous le représenter. Mais comme j'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir, elle sera beaucoup plus complète. Pour ce premier titre, je vais vous parler de Land de Kazumi Kamashita chez Mangetsu, qui est une série qui est terminée en 11 tomes. Le dernier tome est paru en janvier de cette année. Je n'ai pas encore terminé la série tout simplement parce que je l'emprunte à la médiathèque et qu'ils n'ont toujours pas acheté le 11e et dernier tome. Mais bien sûr, dès que je l'aurai terminé, je vous ferai une vidéo complète dessus. La vidéo que je vous mets tout de suite dans Petit i, c'est la présentation des 2 premiers tomes que j'avais lus. C'est un seinen assez particulier, un peu bizarroïde au début, mais en fait il y a une révélation qui arrive vers la moitié de la série qui est vraiment folle quoi, à laquelle je m'attendais pas du tout. De quoi ça parle? On suit un petit village japonais très traditionnel, on ne sait pas exactement quand ça se passe, peut-être il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans. Les traditions sont extrêmement ancrées, dont une en particulier qui consiste à ce que les gens, dès qu'ils atteignent 50 ans, ils meurent automatiquement, ils ne peuvent pas vivre plus que 50 ans. Et ils sont ensuite amenés dans les montagnes et ils vont ensuite vivre leur deuxième vie. Sur ces montagnes, aux 4 points cardinaux, on a 4 kami qui surveillent ce qui se passe dans ce village. Déjà, on n'a pas le droit de sortir la nuit, sinon on va se faire tuer. Et deuxièmement, ces kami, s'ils ne sont pas contents de ce qui se passe, ils peuvent faire des sécheresses, ils peuvent faire des tempêtes, etc., qui vont influer sur la vie de ces habitants parce que, comme vous vous en doutez, ils ont besoin de la terre pour survivre. Et donc, lors d'épisodes de grandes sécheresses, par exemple, pour apaiser les dieux, ils vont sacrifier certaines personnes de leur clan, de leur village. Et on va suivre particulièrement Anne, qui est une petite fille qui avait une jumelle. Et sa jumelle a été sacrifiée à la naissance. Et on va suivre principalement Anne, cette petite fille qui grandit dans ce monde-là et qui va être de plus en plus curieuse et notamment qui va se poser des questions par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté des montagnes. Et on a ce sentiment un petit peu d'oppression, de peur constante des habitants. Donc on se pose beaucoup de questions et on a des révélations vraiment... Il faut lire quelques tomes quand même avant d'avoir des révélations. Mais quand on a les révélations, ça nous ouvre des portes vers toute autre chose. Et c'était vraiment super chouette. Mais j'ai très hâte de lire le 11e et dernier tome parce que ça fait un petit moment que j'ai lu le 10e tome et j'espère ne pas avoir oublié d'éléments très importants. Allez, on est parti pour celui-là. On a une scène un peu, on va dire, ouvertement de sexe, n'est-ce pas? Avec quelqu'un qui a pas l'air d'être très consentant, ça a l'air d'être un monstre. Je pense qu'on va bien s'amuser, si vous voulez mon avis. C'est pas le genre de truc qui me fait kiffer, voilà. Mais bon, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Comme je m'en doutais, bien évidemment, ce manga n'a pas été folichon, en tout cas de mon point de vue. C'est pas du tout le genre que j'apprécie. C'est vraiment le type de super-héros qu'on retrouve un petit peu dans les Marvel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au combat, d'aller se battre pour... On sait même pas en fait, il y a pas... Enfin, si, il y a un peu des gentils et des méchants, mais disons que on sait pas vraiment quel est son rôle dans cette histoire, on sait pas exactement...
S'il est dans un camp vraiment spécifique, on a l'impression qu'il est du côté des gentils, j'ai envie de dire, mais pour l'instant on n'a pas vraiment de gentils. Il arrive dans une ville, dans une taverne, et là le ton commence à monter. Il y a une sorte de gang qui se met à commencer à semer la zizanie, et lui il arrive et avec ses gros bras et son espèce de... il y a une sorte d'arbalète au niveau de son membre qu'il n'a plus, hein. Il a une... Comment on appelle ça d'ailleurs? Il a une prothèse qui sert aussi à lancer des flèches. Bref, voilà, donc c'est vraiment la caricature du mec super badass qui est super fort aussi parce que bah voilà, il y a certains personnages qui, dès ce premier tome, on voit que c'est plutôt des méchants, mais vraiment bien méchants, qui sont pas faciles à combattre. Mais lui, bizarrement, il y arrive en 2 temps 3 mouvements. Donc voilà, pour moi, c'est de la violence pure et dure. Il y a très souvent des personnages qui sont coupés en deux, que ce soit au niveau du torse ou qu'il y ait des fléchettes dans les yeux ou quoi que ce soit. Bref, voilà, on n'est pas du tout dans la galanterie et dans le sophistiqué. Et pour l'instant, au niveau de l'histoire, j'avoue ne pas comprendre grand chose. On a différents chapitres, mais à chaque fois c'est le combat contre d'autres personnages qui, pour moi, pour l'instant, n'ont pas forcément de lien. Notre personnage a une sorte de tatouage au niveau du cou, qui pour l'instant on ne sait pas vraiment ce que ça représente, on ne sait pas vraiment d'où est-ce qu'il se l'est fait, et on ne sait pas vraiment où on va, et il y a certaines infos qui popent un peu de nulle part, notamment voilà, il est suivi par cette sorte de petit elfe qui contrebalance la violence parce que c'est un petit peu la douceur incarnée. On sait même pas comment il fait pour pas mourir d'ailleurs, ce petit elfe, parce qu'il est toujours là, il le suit partout. Ce petit elfe à un moment dit en fait ce personnage c'est un berserk, d'où le titre, mais pour l'instant je ne sais pas, donc peut-être que c'est un guerrier vraiment très puissant. On ne sait pas et je ne sais pas d'où est-ce qu'il a cette info aussi. Enfin bref, donc voilà. À part avoir des batailles à répétition, je n'ai pas encore compris le sens de ce personnage, d'où on voulait aller. Donc je vais m'arrêter là tout simplement, hein. Je ne vais pas me faire plus de mal que ça. En tout cas, je tiens à souligner que ce premier tome est sorti en 89 dans sa version originale. Et donc on a des trucs un peu limite au niveau misogyne. Et vraiment aussi une traduction qui est un petit peu bizarre à certains moments. Mais voilà, je pense que c'est dans son jus et du coup, peut-être que ça plaira à certains. Mais en tout cas, ça l'a pas fait du tout avec moi. J'ai lu le premier tome de Madeleine Résistante, donc c'est La Rose dégoupillée aux éditions Air Libre. Donc c'est écrit par Bertaille, Morvan et Riffaut. Donc c'est les noms de famille, je ne sais plus les prénoms, mais en gros Bertaille c'est celui qui va faire les dessins. Morvan c'est une sorte de journaliste qui va interviewer Riffaut, qui est Madeleine Riffaut, le personnage principal de cette BD. Donc il y a une BD biographique qui va retracer l'histoire de Madeleine qui va intégrer la résistance. Ce premier tome était plutôt un tome introductif, j'ai trouvé, mais quand même très intéressant pour avoir un petit peu le contexte de cette vie assez folle, de comment est-ce qu'elle va intégrer la résistance. Les dessins sont vraiment super beaux, très détaillés, c'est tout en nuances de bleu, mais ça ne gêne pas du tout, je trouve, l'esthétique, on va dire. C'est un parti pris que j'apprécie beaucoup. Moi qui aime bien quand il y a beaucoup de couleurs, là ça m'a pas dérangé que ce soit que en nuances de bleu. Donc au début on rencontre Madeleine, elle est toute petite, c'est juste après la Première Guerre mondiale et voilà, on va la suivre grandir et elle va intégrer la résistance au final à ses 18 ans. C'est une fille qui a beaucoup de potentiel, qui est très intelligente, et qui veut absolument se mettre au service du coup de la résistance. Elle va aussi faire la connaissance d'un garçon qui est déjà dans la résistance et c'est lui qui va la faire intégrer à ce groupe-là. Madeleine, c'est aussi une personne qui a des problèmes de santé, qui va se rendre dans un sanatorium pour essayer de se soigner. Voilà, donc il va se passer à la fois beaucoup de choses, mais à la fois pas grand chose parce que finalement elle
Elle n'arrive dans la résistance que vraiment à la toute fin de ce premier tome. Donc j'ai envie de dire à voir ce que ça va donner par la suite, sachant que c'est le 3e tome qui était dans la sélection du festival d'Angoulême. Donc peut-être que le 3e, peut-être que par la suite ça va beaucoup plus bouger. En tout cas, j'attends de voir. Ce premier tome m'a laissé un peu un sentiment de manque, enfin en tout cas de frustration, parce que je m'attendais à ce que ça bouge plus, qu'il y ait plus d'éléments, mais on est vraiment plus dans l'introduction. Le tome 4 va paraître en octobre de cette année, je ne sais pas si ce sera le dernier tome, mais en tout cas Madeleine est morte, donc je ne sais pas s'il y a suffisamment de matière pour continuer à écrire son histoire ou si ce 4e tome sera le dernier. À côté de ces tomes, il y a aussi des cahiers, j'en sais pas vraiment plus, je pense que c'est un peu pour patienter entre les différents tomes, mais j'en sais pas beaucoup plus. Voilà, j'ai très hâte de lire la suite, voilà, j'espère le faire assez rapidement. J'ai terminé ce matin Un destin de trouveur de Jess, qui est du coup le 2e tome d'une série qui comporte 4 tomes actuellement. Je ne sais pas si l'auteur va décider d'en faire davantage ou pas. Je ne pourrais pas vraiment le mettre dans une catégorie, mais c'est un peu dans le genre mystère, fantastique, baston, tout ça. On suit ce personnage-là qui s'appelle Émile et qui est policier. Au tout début de la BD, il est à la poursuite du saigneur, S-A-I-G-N-E-U-R, donc celui qui saigne les gens. C'est un meurtrier qui n'arrive pas à être arrêté par la police et ça fait plusieurs dizaines de meurtres qu'il commet. Ce meurtrier est également un hypnotiseur, ce qui fait qu'il va réussir à s'en sortir en faisant croire à Émile et à son compagnon qu'il ne les a pas vus et qu'ils n'étaient pas là. C'est un monde où les personnes, en tout cas certaines, ont des dons particuliers, des talents. Donc notre personnage principal, c'est un trouveur, d'où le titre de cet ouvrage. Et en fait, donc il a un petit caillou qu'il lance sur une carte et il dit « Montre-moi où est telle personne ». Et le caillou va lui indiquer la route, ou en tout cas le lieu où aller. Et cet homme, il a aussi d'autres personnes dans son entourage qui ont des facultés, notamment sa femme qui s'appelle Léonie et qui elle est une... j'ai regardé tout à l'heure le mot, je me souviens plus, en gros c'est une femme qui a beaucoup de force et qui est assez facilement en colère. L'intrigue c'est quoi? L'intrigue c'est à la fois essayer de retrouver ce meurtrier, mais c'est surtout en tant que policier suivre ces différentes enquêtes et en fait je sais plus trop comment ça se passe au tout début, mais sa femme et sa fille sont kidnappées par le gang de la pieuvre là, le fameux sous-titre là, un récit des contes de la pieuvre. C'est une sorte de gang de malfaiteurs et donc il va devoir travailler pour eux, leur montrer ce qu'ils veulent voir et faire partie de leur machination pour essayer de récupérer sa femme et sa fille. Sauf que bien sûr ça ne va pas se passer d'une manière très douce, vous vous en doutez. Donc il y a plein de personnages différents qui appartiennent à des clans, vous l'aurez compris, qui sont opposés. J'ai eu un petit peu de mal des fois à savoir qui était qui, parce que je sais pas si c'est la manière dont c'est illustré ou quoi, mais je trouve que le personnage principal déjà ne ressort pas forcément. Des fois je n'arrivais pas à savoir où il se trouvait, donc ça compliquait un peu les choses. C'est pas non plus le style graphique que j'affectionne, donc déjà on partait pas très bien. Après, l'intrigue en elle-même est intéressante et c'est vrai que je comprends que ça puisse plaire, mais ça reste assez violent. Voilà, c'était pas brouillon, mais pour moi en tout cas ça se mélangeait des fois dans ma tête, donc c'était pas forcément aussi le genre de lecture que je lis habituellement, donc je pense que tout ça fait que j'ai pas vraiment apprécié ma lecture, ou en tout cas j'aurais voulu mieux l'aimer en quelque sorte, mais j'ai découvert des choses pendant cette sélection qui étaient bien moins bien. Mais j'ai beaucoup aimé ces différentes facultés, ces différents talents. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on ait des retours dans le passé par rapport à la jeunesse d'Émile et comment est-ce qu'il a rencontré Léonie et tout ça, et sa famille. Enfin voilà, plein de choses qui font qu'on connaît mieux les personnages, et j'ai trouvé ça très intéressant d'aborder aussi cet aspect-là qui pour le coup est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, parce qu'on se rend compte que les deux s'aiment vraiment très fort. Et voilà, je ne sais pas quoi dire. Si ça vous tente, pourquoi pas.
J'ai aussi envie de mentionner le fait que je n'ai pas lu le premier tome. Je pense que ça ne pose pas de problème parce que c'est un récit des contes de la pieuvre, donc je pense que chaque tome est indépendant et du coup on suit un personnage différent. Et d'ailleurs c'est ce dont j'ai vraiment l'impression en regardant les couvertures, puisqu'on va se focaliser sur un personnage avec un talent particulier à chaque fois. Et celui qui a été nominé pour le prix de la BD, des BD d'Angoulême, ou je sais pas comment on appelle ça, en fait c'est pas ce tome 6, c'est le tome 4. Donc peut-être que le tome 4 est mieux, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai découvert celui-ci et ma foi, bon voilà, j'en ressors pas vraiment avec des étoiles plein les yeux, mais c'était sympa. C'est juste que c'est pas le genre de lecture que j'apprécie de manière générale. J'ai lu également La Terrible. C'est terrible. Terrible l'enfant, la jeune fille et la sorcière. J'ai lu également Terrible, l'enfant, la jeune fille et la sorcière de Gaël Henry aux éditions Dupuis, qui est ici juste devant moi en version électronique sur mon ordinateur. C'est une lecture que j'avais très impatience de lire, que j'étais très impatiente de lire plutôt. Pourquoi ? Je sais pas. Le graphisme me plaisait, le fait qu'on parle d'une sorcière, ça me plaisait aussi. Est-ce que ça m'a plu ? Oui, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, même si je trouve que c'est vraiment une BD assez spéciale, dans le sens où on a des personnages questionnables. Voilà, je vais dire ça comme ça. On va suivre Anna, une jeune fille qui voit son frère Noé disparaître dans une grotte. Donc elle va le suivre pour essayer de le retrouver et tomber dans un autre monde totalement différent du nôtre. Un monde étrange et fantastique. Dès son arrivée, elle va rencontrer une jeune fille très jolie, blonde, vraiment la princesse parfaite, qui s'est piqué le doigt. Et voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, du coup, je vous mettrai aussi des images, mais elle a une petite écharde, elle est là, « Oh, je vais mourir, c'est la fin du monde, s'il vous plaît, que quelqu'un m'aide, je me vide de mon sang !» Alors que pas du tout. Donc elle arrive, elle la sauve, entre guillemets. Il va s'avérer que cette fille, je sais pas, elle a un comportement un petit peu bizarre, comme tous les personnages de ce monde spécial. Et elle lui dit de venir avec elle rencontrer la sorcière Yaga qui doit normalement lui donner du feu parce que chez elle, donc à cette princesse blonde là, chez elle, il n'y a plus de feu et du coup sa belle-mère et ses sœurs l'ont envoyée là-bas. Anna est contrainte de la suivre, elle n'a pas trop le choix, et elle va arriver du coup dans cette fameuse antre de Yaga qui va la séquestrer et lui demander de faire la vaisselle et toutes les tâches ménagères pour elle. Ça, ce n'est que le début, puisque forcément, Anna va vouloir s'échapper pour essayer de retrouver son frère Noé, puisque c'est ça le début de l'histoire. Elle va rencontrer plein de personnes tout aussi tordues les unes que les autres, et elle va même arriver ensuite dans un grand château avec un prince charmant. Bref, il se passe énormément de choses dans cette BD, on ne s'ennuie pas, il y a ce côté bizarre, palpable, vous voyez, où les personnages sont vraiment tous pourris. Ça m'a beaucoup fait penser à un conte, et c'est normal puisque l'auteur se base sur un conte russe, donc de Baba Yaga, cette fameuse sorcière. Je ne connais pas tous les détails, mais je connais très bien Baba Yaga, la sorcière de Chihiro, et du coup j'ai pu faire des corrélations entre les deux. Ça a été une BD que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Il y a un humour noir, mais les dessins font très conte de fées avec pas mal de couleurs, donc c'est cette... je sais pas, tout ça font que c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée, qui est très particulière aussi, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Je sais pas à quoi je m'attendais pour la fin, mais en tout cas à quelque chose peut-être d'un peu plus positif. Mais comme toute la BD est sur un ton assez sarcastique et assez noir, finalement ça tombe un petit peu sous le sens. Donc en bref, c'est une BD que je vous recommande. J'ai continué avec une BD dans un tout autre registre qui est La route de Manu Larsonnet aux éditions d'Argo, je crois également, je ne sais plus, oui c'est ça. Donc pareil, je l'ai lu
en version électronique. C'est une BD qui m'a pas énormément plu, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, bien avant d'avoir cette idée sur la sélection des BD d'Angoulême. Donc je vais pas forcément m'apesantir dessus. C'est une BD du coup qui a été adaptée d'un roman de base. J'aime beaucoup le graphisme que je trouve très intéressant, c'est du noir et blanc, c'est beaucoup de traits de crayon pour donner vraiment de la dimension au dessin tout simplement. On se retrouve dans un monde apocalyptique, en tout cas post-apocalyptique je dirais plutôt, avec vraiment tout qui a été décimé et on va suivre un père et son fils qui se débrouillent comme ils peuvent pour survivre et donc on va rencontrer vraiment très peu de personnes là-bas puisque quasiment tout le monde est mort. C'est vraiment une BD d'ambiance très sombre où on sait pas vraiment où on va, on suit les personnages mais on sait pas de quoi sera fait demain, est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils vont se faire attaquer et se faire dévorer parce qu'il y a des gens qui sont cannibales là-dedans aussi. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez lent, qu'il se passait pas forcément grand chose, qu'on ressentait ce sentiment de vide et c'est pas ce à quoi je m'attendais à vraiment quelque chose de plus dynamique où on avait de l'action et là c'était pas vraiment le cas. Donc voilà, moi j'ai mis un peu des réserves sur cette BD là mais je comprends qu'elle puisse plaire. Je me suis rendu compte qu'il y avait un manga que j'avais lu et dont je ne vous avais pas parlé. Il s'agit du premier tome de Saturn Return d'Akane Torikai aux éditions Akata qui est classé en seinen. C'est une série qui est terminée en 10 tomes et qui commence un petit peu à dater. Et en fait, j'avais déjà lu le premier tome il y a un petit moment. Je ne crois pas avoir fait de vidéo présentation sur ma chaîne parce que en fait, tout simplement, le premier tome m'avait pas du tout plu et je ne voyais pas l'intérêt en fait de faire une vidéo dessus. Là, je l'ai relu parce que honnêtement, je me rappelais plus de grand chose et que je me suis dit, dans le cadre de cette vidéo, je vais le relire, essayer de voir si je peux en retirer des éléments plus intéressants que lors de ma première lecture. Et en fait voilà, j'en ressors toujours avec ce sentiment très mitigé où en fait j'ai pas du tout envie de lire la suite et où j'avais même pas envie de finir le premier tome pour vous dire. Donc c'est quoi l'histoire? C'est une jeune fille, une jeune femme plutôt, elle a la trentaine, qui est écrivaine et elle a publié un roman à succès. Et elle a été poussée en fait par un ami à elle et cet ami depuis s'est suicidé et aujourd'hui elle n'arrive plus à écrire et elle pense que c'est de sa faute si celui-ci s'est suicidé et elle a même des pensées suicidaires à certains moments. Donc c'est pas du tout un manga très fun. Elle va se voir assigner un nouvel éditeur pour essayer de la faire écrire et essayer de lui faire ressortir un roman, au moins un roman, mais en espérant pouvoir faire un roman aussi bien que celui qui avait été son premier et qui avait eu un succès retentissant. Il y a toute cette atmosphère très sombre, très pesante, oppressante. C'est pas un manga glauque comme The Summer Hikaru Died. Le personnage principal est complètement down, il en peut plus de la vie. Et puis en même temps, il y a un côté où on se pose des questions sur qui elle est réellement parce que on entreaperçoit des choses de son passé sans vraiment savoir exactement ce que ça veut dire, ce que ça regroupe. L'éditeur, c'est un petit jeune et il est vraiment fan de l'autrice. Mais en fait, il y a aussi un côté malsain parce que il aimerait bien se la faire, quoi. Enfin, il aimerait bien potentiellement avoir une relation avec elle. Et je sais pas, il y a des choses un petit peu bizarres, tordues, enfin des choses malsaines, quoi, tout simplement. J'ai pas été trop sensible en fait à cette histoire, au personnage. Voilà, j'ai pas accroché, quoi, tout simplement. Voilà, en tout cas, le premier tome m'a pas du tout donné envie de lire la suite. Je sais pas, il y a des choses aussi qui m'ont dérangée. Alors ça fait plusieurs semaines que je l'ai lu, donc je me souviens plus exactement. Et puis je me suis un peu dépêchée de le lire parce que j'avais un peu pas envie de le lire tout simplement. Mais voilà, globalement,
Voilà, cette série, elle n'est pas pour moi. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces titres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, à partager, commenter. Et je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!